Oui, bonsoir à tous. Alors j'espère que vous m'entendez. Pour le moment, j'ai pas franchement de retour. Donc on va commencer le webinaire correspondant à comment gérer les fusions et les scissions en termes d'Active Directory et de tenants Office 365. J'ai des messages déjà, je regarde. En même temps, je vais peut-être couper. Désolé. Bon, j'espère qu'on n'aura pas trop d'autres problèmes. Donc, alors, concrètement, les fusions et les scissions, c'est le fait d'avoir des groupes plusieurs filiales qui font partie d'un même groupe et qui, lors des achats ou des reventes, font que on va se retrouver avec plusieurs Active Directory et voire plusieurs tenants Office 365. Donc en fait, lorsqu'on a des fusions de des scissions, souvent le problème est à peu près le même. C'est-à-dire en fait, soit on va absorber une autre société, c'est-à-dire qu'on va, dans notre Active Directory et dans notre Office 365, ajouter, devoir gérer des utilisateurs qui viennent d'un autre AD ou d'un autre Office 365. Soit on fait une scission, c'est qu'en fait, on va vendre une filiale à un autre groupe, ce qui arrive maintenant aussi souvent. Et donc, le problème se fait dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'en fait, les gens qui sont dans l'AD ou dans l'Office 365 que l'on gère vont devoir rejoindre une autre forêt, un autre AD et un autre Office 365. Donc, pour gérer ce type d'opération, on va devoir voir qu'est-ce qu'il est possible de faire avec plusieurs forêts, plusieurs domaines, quelles sont les combinaisons et comment on peut faire pour les intégrer au sein d'un même groupe. L'objectif, ça va être de les regrouper et on va s'aider du cloud et en particulier d'Office 365 pour faire ce type d'opération. Quels sont les outils qu'on peut utiliser? Alors bien entendu, j'ai mis les principaux, mais il y en a d'autres. Les interconnexions et les problèmes liés à cette migration. Les limites actuelles. Alors quels sont les points de blocage ou les points sur lesquels... Comment on va gérer la sécurité dans cet ensemble? Quelle serait notre architecture idéale ou l'architecture du futur? Et on verra en même temps aussi donc quel est le mode préconisé ou le mode recommandé pour gérer cette situation actuellement. Alors l'existence est déjà plusieurs Active Directory, c'est-à-dire dans un même groupe, on a très souvent déjà plusieurs Active Directory, alors soit plusieurs forêts ou plusieurs domaines dans la même forêt. Et selon les cas, on peut avoir un ou plusieurs tenants Office 365. Alors l'annuaire Active Directory, il y a effectivement beaucoup de combinaisons possibles, beaucoup trop certainement. On a plusieurs situations, alors qui sont héritées des différentes préconisations qu'a fait Microsoft à un certain moment. On peut avoir une forêt unique, on peut à un moment avoir décidé de faire une forêt de ressources auxquelles on va ajouter des forêts de comptes qui vont aller chercher la ressource, notamment pour la messagerie. On va avoir un certain nombre d'approbations dans les différents sens, dans un sens, dans deux sens, en fonction des besoins. On peut avoir plusieurs domaines par forêt. On se rend compte que de plus en plus que c'est maintenant inutile. Avant, il y avait des règles, des législations qui imposaient d'avoir un annuaire différent, d'avoir un AD différent pour des questions de découpage, pour des questions de, comment dire, légales ou d'autorisation ou de découpage. Il fallait pouvoir déléguer à un pays donné le droit de gérer de telle ou telle manière sa sécurité. Ça devient de moins en moins utile. Donc les fusions et les scissions sont maintenant assez régulières et je pense que le mouvement va continuer. Une autre raison aussi peut être le fait de renommer les domaines qui avant étaient très souvent créés en point local, en point route ou avec une extension qui n'était pas valide. Donc souvent, au moment où on veut réorganiser, on va réutiliser un nom de domaine plus consensuel, donc qui permet d'avoir des certificats
identiques en interne, en externe. En prenant du .com, du .fr, on peut effectivement utiliser du coup le même certificat qui va être utilisé. Vous avez un SharePoint avec une URL, vous allez pouvoir utiliser un certificat unique que vous allez acheter auprès d'une autorité en .com ou en .fr, et l'URL utilisée sera la même qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Lorsqu'on a une fusion de groupes, on a aussi souvent la société qui englobe, qui a un nom, et le nom qui a été fait pour cette société ne correspond pas toujours. Si on avait une activité particulière, on achète une filiale qui a une autre activité, et on se rend compte que le nom précédent qu'on avait ne correspond plus à cet ensemble. On a par exemple Meta qui a changé de nom pour Facebook parce qu'il y avait d'autres activités qui ont été intégrées. Donc il y a des sociétés qui changent de nom. Il y a Alphabet pour Google. Enfin, il y a différents noms qui ne correspondent pas toujours. Et donc ça va impliquer de renommer, de trouver une solution pour avoir un nouveau nom pour l'Active Directory ou pour la forêt Office 365. Maintenant aussi, on a un grand problème de sécurité au niveau d'Active Directory. Donc plus on a des domaines, plus on a des approbations, et plus on a des administrateurs un peu partout, et plus on va diminuer la sécurité en ensemble. Donc le fait de reconcentrer, de limiter le nombre de domaines, de limiter le nombre de contrôleurs de domaines, va nous simplifier la tâche en termes d'administration. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, malheureusement, la fusion d'annuaires ou d'Active Directory n'est pas le plus simple. Microsoft n'a pas fait les opérations de la meilleure manière pour que l'on puisse regrouper. Alors, dans le cas le plus classique, si on a une forêt avec plusieurs domaines, ce qu'on va appeler des domaines enfants, c'est assez facile de déplacer les objets, par exemple de les mettre dans le domaine racine, si on se rend compte que les sous-domaines ne sont plus utiles. En revanche, il y a plein de choses que les clients nous demandent généralement qui malheureusement ne sont pas possibles. Par exemple, est-ce qu'on peut supprimer un domaine enfant? Est-ce qu'on peut dire le domaine enfant? Excusez-moi, je suis en train de regarder si tout se passait bien. Est-ce qu'on peut supprimer un domaine racine et je veux garder que le domaine enfant? Souvent, on avait mis un nom, je dirais pas un peu bidon, mais un nom entreprise.route ou un nom pour la racine. Et en dessous, on avait créé un domaine France, etc. On dit, en fait, j'ai besoin que du domaine France et je veux pouvoir reporter. Malheureusement, on ne peut pas dire je supprime la racine. Donc la racine, c'est le seul élément qui peut rester. Tout ce qui est en dessous, c'est relativement facile à dépromouvoir, à retirer les sous-domaines. Donc, est-ce qu'on peut transformer un domaine enfant? Non. Est-ce qu'on peut rattacher un sous-domaine ou un domaine d'une forêt à une autre forêt? Non, on ne peut pas. Et est-ce qu'on peut renommer un domaine? Parce que là, c'est la dernière étape, si on a un point local. On peut, mais il y a tellement de problèmes qu'en fait, non, il faut éviter. C'est-à-dire, dès qu'on a un échange relativement récent, on ne peut pas renommer, ce n'est plus supporté. Ce n'est pas supporté. Il n'y a qu'avec Exchange 2003 où il était possible de renommer avec un tas de conditions. Et dès qu'on a, j'allais dire, plus d'une centaine de stations ou de machines intégrées à un domaine, ça devient très très compliqué de renommer un domaine. Donc sur la page Microsoft où c'est expliqué, ils disent en fait on peut faire ça sur une maquette, sur un lab, mais c'est très dangereux de faire ça sur un domaine en production. Surtout qu'en général, on n'a pas de retour arrière, on ne peut pas revenir à la situation avant en cas de gros soucis. Alors maintenant, on a fait les noms, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, on peut faire l'approbation entre domaines. C'est la première étape qui permet d'avoir du partage entre différents annuaires, entre différents AD. Maintenant, le fait de faire cette approbation, il va falloir interconnecter les réseaux, il va falloir faire de la résolution de DNS. C'est une première étape, mais ce n'est pas l'étape qui nous permet de garantir qu'on va unifier, qu'on va centraliser, et surtout qu'on va avoir tout le monde au même endroit dans le même annuaire. On a toujours des gens dans des AD différents, dans des forêts différents, et donc on n'a pas une vue unique. Donc maintenant, une fois qu'on a l'approbation, on peut faire de la migration entre forêts. Donc ça, c'est le premier avantage, c'est ce qu'on va utiliser pour faire nos regroupements. Et dans ce cas-là, les objets dans une forêt, ils sont copiés. Alors c'est un avantage aussi, c'est-à-dire du coup, on ne casse pas la source, on fait une copie d'un objet, on va le prévoir, on va le provisionner dans le nouvel annuaire, dans l'annuaire qu'on aura choisi, dans lequel on aura choisi de regrouper tout le monde. Et c'est à partir de là, on va pouvoir commencer à travailler.
Maintenant, lorsqu'on utilise la DNT, la migration des utilisateurs, en fait, la copie utilisateur des groupes, c'est relativement facile. Les stations et les serveurs, c'est déjà un peu plus compliqué. Et maintenant, l'inconvénient, c'est que lorsque dans un indé, on a installé une application, par exemple, ne serait-ce qu'un échange, etc., on ne peut pas déplacer l'échange. Il y a beaucoup d'applications qu'on ne pourra pas déplacer, il va falloir réinstaller. Alors maintenant, selon les applications, soit il faudra voir avec le fournisseur ce qu'on peut faire, pas faire. Parfois, il suffit juste de changer le nom de domaine quelque part dans la configuration, dans un point .ini. Mais là, le plus souvent, il va falloir réinstaller. Maintenant, lorsqu'on a plusieurs tenants Office 365, on se retrouve avec deux sociétés qui fusionnent ou l'une rachète la deuxième. Pareil, les interactions entre plusieurs tenants sont limitées, en fait. Alors, Microsoft a prévu une notion qui s'appelle d'organisation connectée. Maintenant, cette organisation connectée ne permet pas grand-chose de plus que ce qu'on peut faire déjà en mode normal. En fait, on peut effectivement partager un certain nombre de choses par la messagerie. On peut partager des éléments SharePoint, mais on peut partager de la même manière avec des gens d'extérieur, donc ce n'est pas vraiment un plus. Donc maintenant, l'inconvénient d'avoir plusieurs Office 365, c'est que du coup, quand les gens se connectent avec leur messagerie, leur Outlook, ils n'ont que des personnes qui font partie de leur entreprise, il n'y a pas de vue globale. Lorsqu'on a plusieurs tenants Office 365, le seul moyen d'avoir une liste globale avec tout le monde dans l'annuaire de la messagerie, c'est en fait d'avoir tous les gens du groupe et non pas seulement de l'entreprise dans laquelle on se trouve, on a des solutions de synchronisation de contacts qui s'appellent GalpSync, qui fait qu'en fait, tous les utilisateurs d'un AD sont créés en tant que contact ou sont mis à jour en tant que contact dans l'AD qu'on utilise, et réciproquement, dans l'AD distant, tous les utilisateurs qu'on a sont définis en tant que contact. Et du coup, cette information-là peut être remontée au niveau d'Office 365, et donc, on a une vue globale, mais on a à la limite que l'annuaire. On n'a pas les partages, on n'a pas tout le reste qui va forcément avec. Donc, c'est relativement complet pour un gain qui est relativement faible. Maintenant, lorsqu'on a plusieurs AD et plusieurs tenants Office 365, la première des demandes, qui est peut-être pas la plus importante, qui était plus importante avant, mais qui ne l'est plus, c'est d'avoir un annuaire unique. C'est en fait d'avoir tout le monde au même endroit. Donc, de pouvoir faire une communication à toute l'entreprise, à tout le groupe. La deuxième, maintenant, c'est plutôt Team SharePoint. Je crée un projet et je veux que le projet soit transversal, c'est-à-dire si on parle, je sais pas, de la force commerciale, il faut que la force commerciale, quelle que soit l'entité, l'entreprise, enfin faisant partie du groupe, il faut qu'ils puissent avoir accès tous à la même information et au même projet. Donc on peut le faire avec des tenants différents. Maintenant, on a du mal à les mettre en tant qu'administrateur. On a du mal, on ne peut pas leur donner les mêmes fonctionnalités que s'ils faisaient partie du même tenant. Alors effectivement, après, le fait de regrouper, on a une meilleure administration des ressources, c'est qu'en fait, on va avoir des stockages, etc., qui vont être définis en fonction du nombre d'utilisateurs. On va avoir des gains en termes de licence. Alors même si le nombre d'utilisateurs ne va pas changer, en revanche, les coûts côté Microsoft, lorsqu'on négocie sur une quantité importante, on va obtenir un certain nombre de réductions. Alors les autres aspects aussi, c'est qu'avant, si j'avais deux tenants, j'avais un certain nombre d'administrateurs sur les deux tenants. Le fait de regrouper, je vais avoir plus d'administrateurs. Si on imagine que les sociétés se trouvaient sur des continents ou sur des zones géographiques différentes, ça veut dire qu'on va avoir une couverture un peu plus importante en termes d'administration, en termes de support. À n'importe quelle heure, j'aurai quelqu'un qui sera disponible, soit en Asie, soit en Europe, soit aux États-Unis. C'est une autre vision aussi de l'administration. Donc l'objectif, c'est donc de regrouper, centraliser et de se simplifier la vie en utilisant le cloud, parce que c'est un endroit où tout le monde va pointer. On n'aura plus les contingences, les problèmes liés au physique, au site. On va pouvoir regrouper l'information au niveau d'une zone centrale qui sera normalement mieux sécurisée. Alors pour faire ces regroupements, on a plusieurs scénarios. Alors après, on imagine qu'il peut y avoir n entités à fusionner ou non. Là, si on prend le cas de départ où il y avait deux AD, deux tenants, deux AD Connect, deux systèmes de synchronisation, le premier scénario, c'est de dire je vais mettre tous les gens dans un seul AD. Je n'ai besoin du coup d'un seul AD Connect pour synchroniser, d'un seul outil de synchronisation, et je vais utiliser qu'un seul tenant Office 365.
Le deuxième scénario, on va garder plusieurs AD et on va envoyer tout le monde vers un seul tenant. L'avantage, c'est que du coup, je vais conserver l'administration locale au niveau des AD tel que c'est actuellement, avec les mêmes groupes, les mêmes utilisateurs. Je vais utiliser AD Connect qui va lui regrouper tout le monde et on va avoir effectivement un des premiers objectifs qui est de dire j'ai un annuaire commun dans Office 365. Dans le tenant, je vais retrouver tous les utilisateurs, notamment au niveau Outlook, au niveau Teams, etc. Je vais déjà avoir le partage au niveau applicatif. Je n'aurai plus de limite que la personne vienne de la société A ou de la société B. Alors le dernier scénario, on va dire, c'est la situation initiale, en fait, où je garde plusieurs AD et plusieurs tenants. Alors le fait d'avoir plusieurs AD, ça ne m'empêche pas de faire de l'approbation et du partage local. Et je vais rester aux limites. Je vais avoir tous les inconvénients que j'ai précisés avant, pas d'annuaire commun, des difficultés pour partager des informations en termes de Teams, etc. Donc regrouper, centraliser dans le cloud. Donc le cloud en particulier Office 365, maintenant on peut faire à mon avis le même genre de choses avec Google, hein, c'est pas forcément lié. Donc la première solution, c'est la solution idéale, j'ai qu'une seule forêt, un seul AD à gérer. Maintenant, le problème, c'est que ça me fait deux migrations. C'est d'un côté, je dois migrer tout le monde de l'AD ou des AD existants vers celui qu'on a choisi de conserver, et je dois migrer de tous les tenants vers un seul. Donc en plus, dans l'AD source que j'ai envie d'éliminer, ça veut dire qu'il va falloir que je migre toutes les applications et tous les serveurs. Ou en tout cas que je les redéveloppe ou que je les remodifie, ce qui peut être assez long et assez compliqué. La solution intermédiaire, plusieurs forêts et un seul tenant. Donc là, de côté AD, je ne touche pas grand-chose. Au niveau AD Connect, j'ai juste une reconfiguration. Enfin, quand je dis le juste, c'est un peu exagéré. Mais donc j'ai un AD Connect qui va aller lire les deux AD, qui va synchroniser vers un seul tenant. Donc je n'ai qu'une seule migration, de migrer le tenant source vers le tenant de destination, le tenant définitif. Alors maintenant, il y a quand même un petit inconvénient, dont je reparlerai peut-être un peu plus tard, c'est le problème de délégation, le fait de regrouper plusieurs tenants. Donc là, on a le problème dans les deux solutions, c'est qu'on va avoir un problème pour déléguer des permissions. C'est en fait, à part Exchange Online, où il y a des rôles où on peut facilement déléguer, par exemple l'administration de tout utilisateur allemand, on va créer un attribut dans lequel on va mettre le pays et on va dire je vais déléguer à tel groupe d'administrateurs allemands la possibilité de modifier que les comptes qui ont l'attribut allemand défini. Mis à part ça, dès qu'on va dans tous les autres outils, on a beaucoup moins de délégations possibles. Alors le problème particulier, par exemple, c'est au niveau des licences. Si j'ai un seul tenant, j'ai un seul pool de licences. Si je ne prends pas d'options complémentaires fournies par d'autres sociétés que Microsoft, par exemple, j'ai 500 licences, rien n'interdit soit la société allemande, soit la société de prendre ces licences-là. C'est la France qui achète des licences, par exemple, et c'est l'Allemagne qui utilise les licences, il n'y a rien qui va les bloquer. Le pool de licences est le même. Alors maintenant, si c'est les mêmes administrateurs qui gèrent l'ensemble, ce n'est pas un problème. Si maintenant il y a des achats qui peuvent être séparés en termes de comptabilité, etc., ça peut être problématique et ça sera à gérer de manière très, très fine. Alors un petit comparatif rapide avec des plus et des moins. Donc si j'ai qu'un seul AD, j'ai qu'une seule infrastructure, j'ai moins de serveurs, moins de contrôleurs de domaine, moins de domaines. J'ai tous les utilisateurs au même endroit au niveau AD, donc sur les serveurs de fichiers. Le partage est possible à la fois dans l'AD, enfin dans les serveurs qui font partie de l'AD et dans Office 365. Et j'ai un management global qui peut se faire au niveau à la fois d'AD et d'Office 365. Donc après, en revanche, en tant qu'inconvénient, j'ai le problème de délégation dans l'AD. Alors c'est possible, par exemple, dans l'AD, on va pouvoir délimiter une OU. On va créer une OU Allemagne, on va dire les administrateurs ont le droit, les administrateurs allemands ont le droit de modifier les utilisateurs qui sont dans cette OU. En revanche, le deuxième inconvénient, il y a un effort de migration qui est assez important, puisqu'effectivement, comme je disais, il va falloir migrer toutes les applications, tous les utilisateurs, toutes les stations. Donc l'impact est relativement important. Si maintenant je garde plusieurs AD et un seul Office 365,
au niveau d'Office 365, effectivement, je vais avoir une seule gestion de service. Je vais avoir mon annuaire global avec tous les utilisateurs d'Office 365. Je vais pouvoir partager dans Office 365 et je vais pouvoir gérer globalement uniquement dans Office 365. Je ne pourrai pas modifier chaque AD. Chaque AD va continuer à être géré de la même manière. Donc après, en termes de délégation, j'ai effectivement le problème de délégation dans Office 365 et dans AD, je conserve la délégation que j'avais auparavant. Donc chaque société continue à gérer les comptes qui sont dans son AD. En termes de migration, j'ai que les services Office 365 à migrer. Je ne touche pas aux applications telles qu'elles sont définies. Donc là, on va passer rapidement sur la situation, effectivement. Si je conserve la solution 3, j'ai toujours la possibilité de faire les approbations au niveau AD. En revanche, j'ai pas une simplification d'infrastructure, j'ai pas de liste globale, etc., etc. Après, en termes de coût de migration, effectivement, le premier projet va être relativement important. Dans le deuxième scénario, si je fais que migrer la partie Office 365, identité, c'est déjà beaucoup plus raisonnable. Et ça permet surtout d'atteindre rapidement l'objectif qu'on s'est fixé, d'avoir un seul annuaire et d'avoir des nouveaux services qui seront partagés au niveau d'Office 365 entre tous les utilisateurs du groupe. Bon, après, effectivement, dans les deux cas, on peut avoir des logiciels de migration à acheter, notamment pour la partie Office 365. Éventuellement, des logiciels de délégation si on veut effectivement faire un cloisonnement fin sur les fonctionnalités, pour que, par exemple, l'aspect licence soit bien géré, qu'il y ait un pool de licences, et qu'au lieu d'ajouter les licences directement au niveau de l'outil Office 365, il y a une surcouche qui va se mettre au-dessus avec un autre logiciel qui va dire que un administrateur allemand, il a droit qu'à autant de licences, il a droit qu'à autant de pourcents ou autant de... Et il n'ira pas plus loin et il ne va pas consommer les licences d'une autre société faisant partie du groupe. Donc après, en termes d'impact sur les utilisateurs, dans le premier cas, il y a quand même un fort impact, puisqu'il y a à la fois une migration au niveau des services, notamment des messageries, et la migration des ordinateurs dans l'AD restant. Et donc, on doit redéfinir une nouvelle administration à la fois pour l'AD et l'Office 365. Dans le deuxième cas, tant que les gens conservent leur AD, l'administration des utilisateurs des groupes se fera principalement au niveau d'AD et ça sera synchronisé par un déconnect. Néanmoins, au niveau d'Office 365, là, il y a aussi une nouvelle administration et des nouvelles délégations à prévoir pour savoir qui gère quoi. En revanche, au niveau des stations utilisateurs, il y a que l'aspect notamment d'accès à la messagerie, SharePoint, enfin, ce type de service partagé, où il y aura une bascule. Alors maintenant, on a aussi le cas soit des petites structures ou des petites filiales, soit on veut aller très vite. Il y a je sais pas, il y a souvent la recommandation forte en disant je veux qu'à partir de demain, tous les gens du groupe, quelle que soit l'entité, l'entreprise dont ils viennent, utilisent telle adresse de messagerie. Donc ça veut dire qu'à un moment, on veut très vite voir tout le monde dans l'annuaire Office 365, dans l'annuaire sur le cloud. La solution palliative, ça peut être d'installer l'agent de provisioning, c'est-à-dire que ça permet de dire sans connexion réseau, sans promotion, etc. Je prends tous les utilisateurs ou les groupes qui viennent d'un AD précis et je les crée, je les synchronise dans Office 365, dans l'annuaire Azure AD. Donc du coup, je retrouve très vite tous ces utilisateurs-là. Alors après, j'allais dire, si ces utilisateurs-là avaient du Office 365, il y a une migration de contenu, il y a d'autres choses à prévoir. En revanche, ça permet très rapidement de retrouver tout le monde dans Office 365. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'inconvénients à cette solution. Notamment, on ne peut pas choisir l'authentification que l'on veut, etc. Ça peut être aussi fait qu'en une seule fois, c'est en fait, j'ai créé une fois et après, je n'utilise plus source. Il y a différentes fonctionnalités. Donc, il n'y a pas de suite, il n'y a bien entendu pas toutes les fonctionnalités qu'on a dans un déconnect. Alors, les outils que l'on va utiliser pour faire migration, au niveau de l'AD, ça va être principalement AD Connect. Enfin, ADMT, pardon. J'ai passé trop loin. Donc, on a AD Connect, l'outil de synchronisation,
Donc ça, c'est celui qui va être l'élément maître et qui va nous dire ce qu'on peut faire ou peut pas faire entre les différents environnements. Quels sont les objets qu'on va synchroniser depuis chaque AD. Au niveau d'AD, c'est donc ADMT qui permettra de faire la migration. Alors moi, il y a toujours au niveau d'Internet pas mal de gens qui disent c'est pas prévu, c'est pas supporté. Concrètement, il fonctionne très bien avec Windows 2016 ou Windows 2019. Il fonctionne très bien aussi avec SQL 2019. Alors, effectivement, l'interface est vieillotte, mais ça fonctionne toujours. Le seul point sur lequel il faut se méfier, c'est effectivement avec Windows 10, notamment si vous avez utilisé les Windows Apps. Après, il y a plusieurs méthodes qui permettent de... Souvent, il faut soit les réactiver, soit les réinstaller. Et heureusement, la plupart de ces Windows Apps n'ont pas de données, en fait. Donc, c'est juste le fait d'utiliser l'applicatif. Donc, il y a une forme de réinscription ou de réactivation à faire pour les utiliser. Maintenant, dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, c'est que ce type de migration, les outils, ce qu'on verra après, qui permettent la migration, ils migrent les données, ils migrent souvent le contenu. L'aspect annuaire, les groupes, etc., souvent, c'est à nous de gérer. Par exemple, les distributions, il n'y a pas d'outils qui migrent les distributions. C'est-à-dire que, par exemple, il va falloir les sauvegarder, les exporter dans des fichiers CSV, puis les réintégrer sur la destination. Donc, il y a beaucoup de scripts PowerShell. Le fait aussi qu'on va gérer un certain nombre, par exemple, on ne va pas toujours migrer tout le monde. Il y a des cas le plus simple, effectivement, on va migrer tout l'AD source ou tout le tenant source, tous les utilisateurs, donc il n'y a pas de question, on va migrer tous les domaines. Il y a des cas où en fait c'est un groupe qui vend une de ses filiales, donc il y a un seul domaine de messagerie qui va migrer, et donc là vous allez devoir faire des scripts pour dire je vais créer un fichier en disant j'exporte les gens qui ont tel attribut, enfin j'exporte telle liste de gens qui ont tel domaine, et donc il va faire de la dentelle pour aller chercher qu'est-ce qu'on va migrer, qu'est-ce qu'on ne va pas migrer. Et ça du coup ça ne peut se faire quasiment qu'avec des scripts PowerShell. Sur la partie AD, alors que ce soit vers un AD existant ou si par exemple vous vendez une entité mais vous ne savez pas encore vers quoi, vous devez vous séparer d'une entité sans savoir forcément où elle va aller, dans ce cas-là vous allez peut-être créer un AD ex nihilo à partir de rien, vers lequel vous allez migrer les utilisateurs de cette filiale que vous allez vendre. Maintenant, le plus souvent, si c'est un rachat par un autre groupe, c'est-à-dire il y aura déjà une forêt distante. Et donc là, ici, on a un petit peu le schéma de quelles sont les étapes qui sont à faire. On a les flèches oranges qui indiquent les tâches essentielles, et après, les autres, elles vont dépendre de la situation. Donc, effectivement, on va s'intéresser au DNS, au réseau, qu'il n'y ait pas d'interblocage, qu'il n'y ait pas d'adressage IP qui est bloquant d'un côté ou de l'autre. Si on dit qu'on va supprimer un AD, c'est-à-dire qu'il va falloir réinstaller des DC, peut-être de remplacement, au moins sur ce site-là, ou pas, enfin si ça dépend de la vitesse du réseau. On fait un forward conditionnel entre les deux forêts, on fait une approbation entre les domaines. Ensuite, on peut installer et configurer DMT. Ensuite, on peut migrer les utilisateurs et les groupes. Une fois qu'on a migré les utilisateurs et les groupes, on peut migrer les stations ou les serveurs de fichiers, enfin les serveurs de partage. Et on a à peu près fini. Maintenant, si on veut affiner, on peut dire qu'est-ce qu'il y avait comme EU source, est-ce que je recrée les OU dans la destination, est-ce que je récupère les stratégies ou pas, enfin, on peut avoir un tas de... qui sont annexes, c'est pas l'élément essentiel. Maintenant, effectivement, ça peut aider. Pareil, donc là, dans le schéma principal, j'ai mis on migre le serveur de partage. Il peut très bien ne pas y en avoir si tout a été déjà migré sur OneDrive et sur SharePoint en online. Et on peut aussi avoir la migration, par exemple, de serveurs d'impression. Donc là, c'est relativement classique. Donc maintenant, l'automatisation et la partie l'administration se fait souvent aussi par PowerShell. En fait, Microsoft, dans les outils d'administration classiques d'Office 365, ils mettent que les commandes de base. Dès qu'on veut faire sur N utilisateurs la même modification, etc., la personnalisation et l'automatisation sur cette centaine de personnes va se faire probablement par commande PowerShell. Donc Azure AD va nous permettre d'avoir un seul annuaire unique sur le cloud, en fonction des différents regroupements qu'on aura fait grâce à la Déconnect. On aura tous les outils de bureautique classiques, enfin, SharePoint, Yammer, Teams, etc. au même endroit. On va pouvoir retrouver tout le monde dans les mêmes groupes. Les applications, l'objectif, c'est de se dire les applications qui étaient en local, maintenant, elles passent de plus en plus souvent sur le cloud, c'est-à-dire qu'elles sont accessibles directement
Et donc, elles sont le plus souvent déjà intégrées dans l'administration d'Office 365. En fait, il y a déjà des milliers d'applications existantes et qui sont, j'allais dire, prêtes à l'emploi et qui retrouvent les mêmes fonctionnalités que les applications qui existaient avant en local. Donc, plus vous migrez vos applications vers le cloud, alors que ce soit chez Microsoft ou en externe, mais associé à Microsoft, et moins vous aurez de problèmes de migration de serveurs en local. Maintenant, je parlais des délégations, de problèmes de licence notamment, mais ça permet aussi de gérer pas mal d'autres problèmes. Vous avez un outil comme CoreView qui est un sur-ensemble et qui permet de dire à tel administrateur, je vais lui autoriser telle action ou pas telle action. En fait, ces administrateurs-là ne vont pas se connecter directement au Office 365, ils vont se connecter sur notre interface de CoreView, dans lequel vont leur être délégués un certain nombre d'autorisations. Et dans l'élément qui manque le plus à Microsoft, il va y avoir la notion de scope. C'est-à-dire, par exemple, il y aura un scope, c'est tous les utilisateurs allemands, tous les ordinateurs allemands, et on va pouvoir déléguer, donc dans cet outil d'administration, ils ne pourront modifier que les utilisateurs qui les intéressent. Ils ne verront que les utilisateurs sur lesquels ils ont des droits. Maintenant, les outils de migration, chaque outil peut avoir différentes manières d'être migré, avec plus ou moins d'avantages, ou plus ou moins un coût plus ou moins différent. Par exemple, actuellement, Microsoft est toujours en preview sur la migration de la messagerie entre deux tenants. C'est-à-dire, en fait, ils peuvent faire ce que nous ne pouvons pas faire pour le moment, c'est-à-dire avoir un même domaine de messagerie qui soit à cheval sur deux tenants. Actuellement, tous les outils classiques que l'on a, on est obligé d'avoir, le domaine ne peut être défini que sur un seul tenant, donc ça veut dire qu'il y a un cut-over, il y a un moment où on va déplacer tout le monde, on redéplace le domaine sur la destination, on réaffecte les adresses aux utilisateurs parce qu'on ne peut pas avoir un utilisateur à cheval entre deux tenants avec la même adresse de messagerie gérée. Alors malheureusement, pour le moment, il faut passer soit par MCS, Microsoft n'a la solution que pour la messagerie, pour les autres, la plupart des autres outils d'Office, il faut passer par d'autres solutions tierces. Donc le plus souvent, on est obligé de passer par MCS pour faire ce type de migration pour le moment. Maintenant, un jour, ça va peut-être déboucher. Mais... Alors, autre outil intéressant, c'est Mover.io. En fait, c'est un outil qu'avait racheté Microsoft et qui permet de migrer toutes sortes de données. Alors, pas seulement de Microsoft, mais aussi de Gmail, de Box, etc. Avec à chaque fois un certain nombre de limites, soit sur des tailles, soit sur des propriétés qui ne sont pas reprises. Mais il faut savoir que tant qu'on migre vers Microsoft, la plupart des fonctionnalités sont gratuites. Maintenant, l'outil privilégié pour migrer la messagerie, c'est les outils de BitTitan, notamment MigrationWiz. Donc c'est celui qui permet de gérer au mieux la pré-migration, c'est-à-dire de migrer en avance un certain nombre de données, de préparer et de basculer le delta le jour dit. Donc maintenant, ils ont une solution qui fonctionne relativement bien aussi sur Teams. Bon, il y a encore un certain nombre d'inconvénients, mais ça le fait. L'outil qui est privilégié par tous les gens qui font la gestion de commentaires pour migrer SharePoint, c'est plutôt ShareGate. Maintenant, pareil, ça a un coût, ça a des contraintes, il faut du stockage sur Azure, il faut un certain nombre d'initialisation. Donc, à voir en fonction de la quantité des éléments que vous avez à migrer. Donc, la messagerie, c'est relativement bien prévu, il n'y a pas de problème. Les documents, c'est un peu plus compliqué. Enfin, il y a des utilisations. Est-ce qu'il reprend les liens, les partages distants qui ont été envoyés, etc. Ce genre de choses est fortement à vérifier. Il y a des outils pour lesquels il n'y a pas vraiment d'outils. Enfin, il y a des fonctionnalités pour lesquelles il n'y a pas vraiment d'outils, comme Yammer. Donc, il y a des solutions par script qui permettent de recréer les groupes, les membres, etc. Maintenant, le contenu, c'est uniquement des solutions fait main. Il n'y a pas de solution sur le marché qui est disponible. En tout cas, à ma connaissance. Maintenant, ça peut changer très vite. Alors maintenant, je dis on a les outils, on pense souvent à la messagerie en premier, on pense à l'annuaire. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres types d'objets, les distributions, et les contacts, les groupes Office 365, dans lesquels il peut aussi y avoir des données. Et donc, avant de dire je vais migrer la messagerie et je vais migrer ou SharePoint ou OneDrive, il faut voir est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments parmi les distributions. Si vous ne faites rien, il n'y a rien qui va les recréer sur la destination. Vous déplacez les boîtes, il déplace les boîtes. Si vous ne recréez pas les distributions, il ne va pas les recréer non plus. Maintenant, si les distributions venaient de l'AD, dans l'AD, elles étaient définies, synchronisées, et qu'on fait une bascule de cet AD vers le nouveau tenant, on peut récupérer un certain nombre de choses. Maintenant, ce n'est pas toujours le cas. Donc, il faut bien vérifier tous ces usages-là. Pareil, lorsqu'on migre un autre tenant, il faut penser à regarder tous les logiciels et tous les usages. Est-ce qu'il y a un gros contenu, est-ce qu'il y a un gros usage sur chacun de ces logiciels?
Donc là, il y a un travail d'annuaire de toutes les fonctionnalités. Est-ce que c'est important, pas important? Est-ce qu'on décide de le migrer? Alors ça peut être les vidéos, est-ce qu'il y a des rapports, des dashboards personnalisés, du Power BI? Donc du coup, pareil, est-ce que la personne qui a créé le Power BI a toujours les sources et est capable de le refaire sur le nouveau, ou est-ce qu'il faut déjà sauvegarder un petit peu toute cette solution? C'est pas non plus toujours évident. Alors ça, en plus, c'est que la partie Microsoft, et après, il peut y avoir plein d'applications non Microsoft qui ont été ajoutées à l'environnement, et qui, bien entendu, va falloir aussi redéfinir dans le tenant-destination. Alors là, j'ai deux scénarios. J'ai le scénario 1 d'une migration intertenant, c'est-à-dire là, on migre tout. Effectivement, on va à la fois utiliser ADMT pour copier les comptes, on va les synchroniser les nouveaux comptes, on va affecter des licences. Alors quand je dis on va synchroniser sans messagerie, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont être créés soit avec le domaine par défaut de la destination, soit ils vont être créés avec un compte on Microsoft, c'est-à-dire qu'en fait, l'objet va exister, mais pas avec son adresse telle qu'il existe sur la source. On va affecter les licences. Pourquoi? Parce que les outils de migration ne peuvent en migrer le contenu d'une boîte que d'une boîte vers une boîte. Donc il faut que la boîte existe sur la destination pour pouvoir être migrée depuis la source. Donc c'est-à-dire qu'il faut bien créer un objet pour lui correspondant à l'utilisateur, il faut lui associer une licence pour qu'on puisse mettre du contenu, et après seulement, les outils de migration peuvent commencer à mettre du contenu. Donc ensuite, un certain nombre d'opérations, on va masquer maintenant, une fois qu'on a créé les comptes, etc., il faut aussi soit les masquer, soit on fait un forward. En fait, comme l'utilisateur va apparaître dans le tenant destination, il risque d'apparaître aux autres utilisateurs. Donc, soit on décide de le masquer, soit on fait un forward pour que si quelqu'un envoie sur cette boîte en cours de préparation, on redirige le message sur le tenant qui n'est pas encore migré. Donc, une fois qu'on a les comptes et qu'on a la licence, on peut pré-migrer le contenu avec BitTorrent ou avec un autre outil. Et donc ça, c'est toutes les étapes de préparation. Après, on passe le jour de la bascule. Là, on va pouvoir bloquer l'arrivée des messages sur la source. On va convertir les comptes. On va libérer en fait le domaine. On va redirer toutes les adresses messagerie qui correspondent au domaine de messagerie qu'on veut migrer. On va pouvoir le déclarer. Une fois qu'on a libéré, on peut déclarer sur le domaine le tenant de destination. À ce moment-là, on peut mettre à jour les comptes qu'on avait dans l'AD de destination avec les champs de messagerie et l'UPN qui va bien, l'UPN définitif, c'est-à-dire en général, l'UPN doit être égal à l'adresse messagerie, et on peut resynchroniser les comptes à partir de la déconnecte. Et comme il aura la même UPN, même adresse messagerie, il va rattacher la boîte qu'on avait migrée par ailleurs auparavant, sur un compte qui est en Microsoft, il va le rattacher avec le compte AD correspondant. Donc, en post-migration, effectivement, on a des étapes du genre migration finale du contenu, enfin pour messagerie OneDrive. En fait, on sait qu'il n'y a plus rien qui arrive puisqu'on a basculé déjà sur la destination. On peut libérer l'arrivée des messages qu'on avait mis en attente. En revanche, il faut reconfigurer le client Outlook qui doit pointer maintenant sur le nouveau tenant. On peut migrer l'ordinateur. Alors, ça peut être fait avant, après, ça c'est une autre question. Souvent, on fait les deux d'un coup parce qu'en fait, l'utilisateur, lorsqu'il reconfigure la messagerie, on va lui dire on va migrer ta machine en même temps et tu vas avoir un nouveau profil sur un ordinateur qui est connecté à ton AD de destination. Maintenant, si on fait le scénario 2 où on migre que le tenant, on a quelques étapes en moins. On a une première étape qui va... Du coup, on ne peut pas utiliser la synchro à déconnect de la destination, donc on va devoir créer les utilisateurs à partir de scripts. On va affecter les licences. On va les masquer, tout ça c'est pareil. Donc, on va libérer, on va basculer, etc. Et une fois qu'on appuie sur la destination, déclarer le domaine sur le tenant de destination, on va pouvoir réaffecter dans un déconnect, on va lui dire d'aller chercher les comptes avec les bonnes et on va les rattacher au tenant de destination. Le reste est relativement identique. Alors les différents problèmes liés à AD Connect, Azure AD. Il y a un premier choix qui est à faire, c'est quelle est l'authentification. Alors déjà, il faut savoir qu'est-ce qui était utilisé auparavant. Ça pouvait être ADFS, le mode PHS avec la synchronisation du hash de mot de passe, le mode PTA. Alors, si on conserve des AD différents et que chaque AD avait utilisé ADFS, on peut imaginer de conserver l'authentification basée sur l'ADFS. Si, bien entendu, on ne conserve qu'un seul AD, on va devoir tout brancher sur un seul ADFS. Maintenant, l'idéal pour ce genre de choses, c'est que
l'avenir, c'est plutôt de ne plus utiliser ADFS, ou en tout cas de ne plus l'utiliser pour Office 365. Donc le mode synchronisation du mot de passe, donc le mode PHS, c'est celui qui facilite le plus la migration, dans le sens où, quels que soient les AD, même s'ils ne sont pas interconnectés, on synchronise le mot de passe qui se trouve dans l'AD dans Azure AD, et l'utilisateur va pouvoir se connecter, quel que soit l'AD dont il venait. C'est celui qui va garantir le plus le bon fonctionnement. Alors pareil, si on bascule sur un seul AD, là on avait des suffixes DNS. On ne peut pas avoir un même suffixe DNS sur deux forêts qui sont approuvées entre elles. Donc là aussi, il y a une forme de bascule. Il va falloir retirer le suffixe sur la source avant de pouvoir le remettre sur la destination. Donc les topologies supportées, effectivement, de toute façon, il y a un schéma correspondant à des connects dont là j'ai mis le lien et qui permet de dire qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Donc avant toute migration, et il faudra bien voir est-ce que ce que vous souhaitez faire est possible ou n'est pas possible. Donc concrètement, sur un seul tenant sur 5, il ne peut y avoir qu'un seul AD Connect, un seul outil de synchronisation, qui peut aller chercher dans un ou plusieurs domaines, un ou plusieurs forêts en fait, AD. Or les sites doivent être interconnectés, ça c'est. Si on veut qu'il n'y ait qu'un seul AD Connect qui va chercher, il est obligé de pouvoir se connecter à au moins un contrôleur de domaine de chacune des forêts qu'il va synchroniser. Alors l'approbation n'est pas obligatoire, mais il y a beaucoup d'éléments ou de fonctionnalités qui imposent que l'approbation soit faite. Donc les problèmes à résoudre, c'est notamment le cutover. Donc le fait que pour migrer ou pré-migrer les données, il faut que les comptes et les boîtes existent sur les deux tenants. Accessoirement, il vaut mieux s'entendre avec Microsoft pour ne payer qu'une seule fois la licence, c'est pas toujours possible. Maintenant, si c'est une licence payée au mois, ça veut dire que vous pouvez très bien dire, pendant un mois, je vais payer sur les deux côtés, et je supprime le mois suivant les licences sur la source. Alors si lorsqu'on migre entre deux tenants, c'est-à-dire que le client Outlook, il doit resynchroniser la totalité des données, donc il faut se méfier aussi de la bande passante. Si vous avez 1000 ou 2000 boîtes qui synchronisent je ne sais combien de gigas sur ça ne va pas le faire. Et donc là, il est conseillé de limiter à une certaine durée la taille du OST pour que le Outlook, lorsqu'il synchronise, il synchronise qu'une partie de la boîte. Les gens voient la totalité, mais il n'y a qu'une partie qui est disponible en local. Et après, soit on augmente la valeur au fur et à mesure, soit on va débloquer cette fonctionnalité, mais seulement pour une partie des utilisateurs au fur et à mesure. Donc, effectivement, le cutover, ça veut dire qu'on doit libérer le domaine de messagerie sur la source avant d'affecter la destination, c'est-à-dire qu'on retire les adresses aux utilisateurs. Il faut nettoyer certains attributs, notamment les mutable ID. Sinon, sur la destination, si on resynchronise le même truc, il va dire « Ah, j'ai déjà un objet qui a le même GUID, qui a le même identifiant », donc on peut avoir des problèmes. Il y a un autre problème aussi que l'on a souvent, c'est lorsqu'on a deux sociétés qui faisaient partie d'un même groupe, qui étaient dans des tenants différents. Souvent, ils se sont créés des droits partagés. Dans le Teams, d'un côté, ils ont autorisé des utilisateurs de l'autre tenant à venir chercher des informations pour les besoins de la cause, et réciproquement. Et le problème, c'est que lorsqu'on regroupe ces gens-là dans le même tenant, ces droits-là risquent d'être perdus. Donc une première chose qui est très importante, c'est déjà de bien définir quels sont les droits croisés, d'exporter les permissions et les membres de chacune des équipes Team ou des groupes SharePoint. Et lorsqu'on a terminé la migration, il faudra se vérifier que les utilisateurs qu'on leur a fusionnés retrouvent bien leurs droits. Concrètement, s'il était défini en tant que compte externe, avant il fallait les supprimer. On ne pouvait pas faire la migration d'un domaine. On ne pouvait pas avoir un domaine qui était à la fois défini en tant que domaine autorisé et en même temps le mettre en tant que compte externe, donc il fallait supprimer. Maintenant, il n'y a plus ce blocage-là. En revanche, après coup, ça veut dire que sur un groupe Teams, je ne peux pas avoir le compte externe qui a une adresse de messagerie et le même utilisateur en direct avec la même adresse de messagerie, il va dire qu'il y a un blocage. Donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'on est obligé de faire une forme de script qui dit partout où je vois le compte invité qui avait telle adresse de messagerie, je remplace par le compte normal qui a la même adresse. C'est un petit peu compliqué. Alors, un autre inconvénient aussi, c'est les adresses de messagerie. Si vous migrez qu'un seul domaine et que l'utilisateur avait 2 ou 3 domaines sur la source, il ne pourra pas conserver les adresses dans les autres domaines.
Et ça veut dire que soit on se ferme un forward temporairement pour dire qu'il y a un bascule, mais il y a un moment, si on migre, souvent, le plus souvent, c'est les administrateurs qui se mettaient une adresse dans chacun des domaines pour vérifier le fonctionnement, donc ça, c'est pas très grave. Si en revanche, un utilisateur qui avait une double casquette avec deux adresses de messagerie dans deux sociétés ou dans deux domaines de messagerie différents, il va falloir qu'il choisisse, enfin, il va pouvoir utiliser que celle qui est prévue dans la migration. Et donc, en termes de script, tous les alias ne pourront pas être mis forcément. On pourra remettre que les alias de messagerie correspondant au domaine migré. S'il y a des serveurs hybrides Exchange, c'est ce qu'il y a de plus facile à migrer. Alors, c'est-à-dire que s'il y a plusieurs entités et que les gens n'étaient pas encore, comment dire, étaient encore sous Exchange en interne, on peut dans ce cas-là faire l'hybridation directement dans leur Exchange vers le nouveau tenant et déplacer les boîtes aux lettres directement dans le nouveau tenant. Et on peut faire cette migration-là aussi sur plusieurs entités différentes. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs hybridations Exchange simultanées. Le seul point particulier qui est important, c'est qu'ils doivent utiliser le même mode d'hybridation. Donc soit un mode classique, soit un mode avec agent d'hybridation, mais il faut qu'ils aient tous le même mode. Bon, l'avantage principal, c'est qu'on ne doit pas resynchroniser les données. Le client conserve sa boîte, elle est déplacée, elle est migrée par le mode hybride, mais la boîte ne change pas d'identité, de numéro. Et donc, du coup, il va pouvoir l'utiliser sans devoir la resynchroniser sur le nouveau tenant. Ou alors, accessoirement aussi, quand on migre depuis une autre messagerie, Gmail ou autre, c'est à la limite plus facile qu'entre deux tenants. Puisque par exemple, si vous êtes sur Gmail, vous pouvez définir le domaine à la fois côté Gmail et côté Microsoft. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir le domaine défini à deux endroits avec des forwards entre l'un et l'autre. Alors, soit on crée un domaine entre guillemets fictif ou un sous-domaine pour faire les bascules entre l'un et l'autre. Sachant que côté Microsoft, on utilise le domaine fictif qui est en on Microsoft, l'adresse par défaut que l'utilisateur on Microsoft. Et on a l'équivalent côté Google. Donc en fait, on peut très facilement avoir un domaine. On choisit si on envoie d'abord sur Exchange, sur Office 365 ou sur Google. Et si l'utilisateur n'est pas encore migré, on fait le forward sur la boîte qui n'est pas encore migrée. Donc, curieusement, ça cause moins de problèmes de migrer depuis une autre messagerie. Je regarde le temps. Donc, les limites actuelles, surtout si on veut conserver une règle qui est souvent prise, une règle de base, c'est on veut que l'UPL, User Principal Name, l'adresse primaire SMTP et l'adresse cible, l'adresse utilisée par Teams ou Skype, soient identiques. Donc, souvent, on est obligé de conserver le même domaine. C'est-à-dire qu'on peut. Le client dit mon domaine principal, c'est toto.fr, je veux que tout le monde ait une adresse en toto.fr. Ben non, s'ils sont dans des AD différents, ils ne pourront pas. Pourquoi? Lorsqu'il va vouloir s'authentifier ou lorsqu'on va vouloir gérer une machine, toto.fr, pour lui, ça va pointer vers un domaine. Il ne va pas deviner qu'il y a un compte avec le même domaine sur un autre AD et dans une autre forêt. Donc, ça veut dire qu'il faut bien conserver la séparation. Donc là, dans ce cas-là, on va par exemple être obligé de faire une entorse pour dire, en termes d'authentification, il va conserver un domaine différent. Et en termes de messagerie, en revanche, on va pouvoir dire, je veux qu'il y ait une adresse en toto.fr, l'adresse du groupe, l'adresse générique que toutes les personnes du groupe auront. Pareil, au niveau PTA ou ADFS, chaque domaine ADFS ou chaque domaine qui est défini doit pointer vers une seule URL ADFS. Il ne va pas pouvoir basculer automatiquement sur un autre ADFS. Ou s'il n'y a qu'un seul ADFS, il faut que cet ADFS-là puisse accéder à tous les domaines correspondants. En termes de sécurité, effectivement, il faut une séparation en termes d'administration. On va dire qu'il est fortement déconseillé d'avoir un administrateur qui soit à la fois administrateur côté AD et administrateur côté Office 365. Ce qui veut dire que si on a un hack qui a été fait d'un côté ou de l'autre, cela ne puisse pas rebondir sur, par exemple, si le compte AD d'admin a été hacké, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il soit en même temps Office administrateur Office 365. Sinon, là, on a tout perdu. En termes de délégation, il n'y a que dans Exchange on fait effectivement une délégation par scope. Sinon, il y a des outils qui permettent de le faire. Ou après, ça peut être une entente interne en disant, toi, tu gères ça. Enfin, soit on s'interdit de gérer pour les autres, soit on dit au contraire, on profite du fait qu'il y ait plus d'administrateurs et on a une plus grande, on a une plus grande possibilité de gérer, on a plus de personnes pour gérer, donc on peut gérer plus facilement et par exemple, ce que je dis, un créneau horaire plus important. En termes de surveillance, si on n'a plus qu'un seul tenant à vérifier, c'est aussi plus facile.
on a plus de fonctionnalités de sécurité qui sont associées. À la limite, on est plus secure lorsqu'on est synchronisé avec Azure AD et avec les fonctionnalités de sécurité, notamment au niveau de mot de passe, que si on n'a que l'AD. On va être prévenu avant, on va avoir des alertes si les mots de passe sont faibles, s'ils sont connus, etc. Alors maintenant, sur Office 365, ça fait un certain temps qu'on a le mode multi-géo. Avant, on était obligé de créer des tenants ou des AD séparés parce que, comme je disais, localement, il y avait des réglementations qui imposaient un certain nombre de choses. Maintenant, on peut avoir un seul tenant qui a été créé en France et on peut dessus dire qu'il y a des boîtes qui sont gérées et qui sont stockées sur les data centers américains ou autres. On peut choisir où sont stockés les données. Alors, c'est un coût pour le fait d'autoriser le multi-géo. En revanche, c'est une fonctionnalité. Donc, on peut dire aux Américains, les boîtes américaines, elles sont accessibles, elles sont sur un data center américain, bien que le tenant soit français ou déclaré dans un autre pays. Maintenant, si on conserve plusieurs AD, chaque AD conserve ses propres règles de fonctionnement. Ça veut dire aussi qu'effectivement, il va falloir définir des règles, notamment pour qu'il n'y ait pas de mot de passe de moins de autant de caractères, pour qu'il y ait un changement, enfin, pour que chaque AD utilise les mêmes règles, pour qu'on ait le même niveau de sécurité. Alors maintenant, concrètement, la plupart des clients disent on va conserver les AD dans un premier temps, c'est-à-dire qu'ils font qu'une seule migration à la fois, ils migrent la partie Office 365, ils vont concentrer sur un seul tenant pour obtenir la plupart des avantages demandés, et ils migreront l'AD plus tard. Ça peut être la meilleure logique. L'avantage aussi, c'est que du coup, la gestion au jour le jour de création des utilisateurs, etc., des boîtes change très peu. Les gens créent toujours les comptes dans leur AD, les groupes dans l'AD, et après, c'est AD Connect qui va synchroniser ou pas ce qui est nécessaire au niveau d'Office 365. Du coup, il n'y a pas d'application locale à migrer ou réinstaller. Il reste la gestion des licences. Alors la vision dans 5 ans ou dans 10 ans, c'est de se dire, est-ce que du coup, on n'aura plus de domaine Active Directory? Alors, le truc le plus classique, c'est les stratégies de groupe. On dit, on n'en a pas. Bon, on a l'équivalent, on a un outil qui permet de transformer une stratégie en un package qui sera appliqué par Intune, donc on peut imaginer ce genre de choses. En revanche, on n'a plus d'OU. On a un équivalent qui est les administratives groupes. Enfin, on a des qui permettent d'avoir un équilibre, mais qui ne sont pas du tout pareils pour le moment, donc il faut attendre que ça progresse. Au fur et à mesure, on va avoir migré toutes les applications, soit sur Office 365, soit elles seront accessibles par le cloud, elles pourront être définies dans Azure AD, et donc autorisées ou pas autorisées, avec le même niveau de sécurité. On a TeamViewer, où on a des équivalents pour gérer ou administrer le poste d'un utilisateur qui ne serait plus dans AD, on peut aussi aider l'utilisateur de cette manière-là. Et on peut même installer automatiquement la machine pour l'utilisateur. En fait, on lui envoie la machine vierge, il tape son adresse de messagerie, son mot de passe Office 365, enfin Azure AD, et il y a le logo de l'entreprise qui apparaît et la machine s'installe avec les logiciels qui sont prévus pour lui. Donc de ce côté-là, plus besoin forcément d'AD non plus. Donc maintenant, comment se préparer au mieux à ce type de fusion ou ce type d'administration? Déjà regrouper dans un seul disque si possible. Donc avoir le moins de sites possible, le moins de contrôleurs. Maintenant, les réseaux sont relativement rapides, les serveurs sont beaucoup plus puissants qu'auparavant. Enfin, donc les raisons d'avoir 36 000 machines ne sont plus là. Si possible, regrouper dans un seul tenant, c'est aussi une première étape. Ne plus utiliser ADFS, en tout cas au moins pour Office 365, on peut le garder temporairement pour les autres applications, mais on va se rendre compte aussi que Azure AD a des fonctionnalités équivalentes SAML qui permettent d'intégrer le même type d'application. On va migrer au fur et à mesure les applications. Alors, soit on ne peut pas les redévelopper, on les migre telles quelles en tant que machine virtuelle sur Azure, soit elles vont se retrouver en tant qu'application sur le cloud. Déjà en termes d'administration aussi, par exemple, quand on a un groupe à gérer, si tous les utilisateurs sont dans Office 365, on n'a peut-être plus besoin de créer le groupe dans AD, on va créer directement le groupe au niveau d'Office 365, on va déléguer, on va le gérer à partir de là. Pareil pour les boîtes partagées. Donc, en attendant, on peut aussi compter sur l'évolution de Microsoft qui va permettre d'avoir plus de fonctionnalités sur les unités administratives, le partage de domaines, ce genre de choses. La future évolution, ce serait aussi de gérer les attributs Exchange directement dans Office 365 et les synchroniser vers l'AD. Actuellement, les gens qui ont des attributs Exchange sont obligés de conserver un serveur Exchange pour les administrer. Là, pareil aussi, il peut y avoir une certaine simplification qui va se faire au fur et à mesure. Alors maintenant,
ce qui a été préconisé ou ce qui a été utilisé chez beaucoup de clients pour simplifier, lorsqu'il y a beaucoup de fusions, beaucoup d'achats de filiales qui se font, c'est d'adopter toujours la même logique. Une première logique, par exemple, c'est de dire on va centraliser, c'est-à-dire qu'en fait, la forêt principale, celle qui va permettre de communiquer avec toutes les autres, on va la mettre, on peut l'héberger directement sur Azure. Et après, donc du coup, on va pouvoir, s'il y a des ADFS, on va centraliser on va mettre les machines sur Azure. S'il y a du AD Connect, on peut le mettre directement sur Azure. On va garantir le fonctionnement de cette base qui serait le cœur en fait de l'annuaire. Et en fonction, pour chaque entité intégrée, on va faire une connexion site à site. On met un DC, on rajoute un DC du domaine correspondant sur Azure, et c'est lui qui va approuver, qui va gérer directement les mises à jour par rapport à la forêt principale. Donc du coup, l'AD Connect, pareil, il va aller chercher sur l'AD qui est juste à côté pour faire la synchronisation. Et du coup, on a un Canva, on a une méthode classique pour intégrer n'importe quelle filiale qui arrive et qui a son AD, qui a ou qui n'a pas son tenant. On va l'intégrer toujours de la même manière. Comme je disais, c'est pour éviter un maximum de surprises à l'arrivée. Voilà, donc maintenant je vais voir si vous avez des questions au niveau du chat que je n'ai pas pu regarder jusqu'à maintenant. On regarde sur StreamYard, je ne vois rien de particulier. Il me dit que c'est bloqué. Ah, je vois qu'ici, il n'y a pas grand-chose. Donc du coup, je ne sais pas si j'aurai les commentaires ou les questions. Ah, je vois des choses aussi. Donc je vois qu'il y a eu des questions auparavant. Attends, je vais suite. Quel scénario pour migrer un AD plus tenant Office 365 plus AD Connect vers un Société 2 une fois migré? En staging mode. Non, enfin en staging mode, il ne va pas faire grand chose de plus. Bon, déjà, en fait, le fait d'avoir deux forêts, enfin, lorsqu'on a deux AD, si on crée un Société 2 qui serait le nouveau nom, on va copier, ce sera une simple copie des utilisateurs, avec ou sans mot de passe, c'est une autre question. En termes de boîte, ce qui est important, c'est qu'il faudrait, si on veut migrer le contenu, notamment des boîtes de messagerie qui étaient dans le tenant source d'Office 365, en revanche là, dans la question, on ne précise pas si on conserve le même Office 365. Oui, là, je pense qu'il n'y a qu'un seul tenant Office 365. On veut migrer vers un nouvel annuaire. Alors, c'est-à-dire que si on veut migrer totalement sur un autre annuaire, ce qu'on va faire à un moment donné, c'est qu'on va dire j'arrête de synchroniser depuis la source, ce qui va normalement transformer les comptes en mode clone only. Au besoin, on peut faire une ligne programme shell qui dit on va donc supprimer le, comment dire. Alors là, il y a plusieurs solutions. Mais la première solution, on va supprimer l'immutable ID. Et sur le nouveau domaine AD, on va reconfigurer AD Connect pour aller chercher dans le deuxième AD. Et lui, s'il n'y a pas l'immutable ID, s'il n'y a pas l'identifiant unique, il va synchroniser avec l'UPN et l'adresse de messagerie. Donc si l'un des deux correspond au citrouille, il va d'abord faire l'UPN. Si l'UPN correspond, il va réassocier le compte. Maintenant, on a aussi la solution d'avoir utilisé le MSDS Consistency Checking. Enfin, on a un attribut AD. Et si on fait ce type de migration et qu'on veut utiliser le hard matching, dans ce cas-là, on peut, avec ADMT, migrer, copier le MSDS Consistency Checking. C'est fait pour que lorsqu'un utilisateur change d'un AD à un autre, la liaison ne soit pas perdue côté Office 365.
Peut-on utiliser la même démarche s'il s'agit de fusionner des domaines? Est-il de s'appuyer sur un expert externe? Oui, enfin, disons que ce qu'il faut faire très attention et où il faut faire des essais, c'est avec, on peut utiliser DMT pour fusionner les domaines. Il faut bien vérifier le fonctionnement sur des comptes de test, etc., avant de dire je bascule ou je commence à copier les comptes de cette manière-là. C'est pas forcément très compliqué. Bon, comme je disais, il y a toujours un certain nombre de choses à prévoir par la suite ou qu'on se rend compte au fur et à mesure. Par exemple, quand on copie un compte avec un déconnect, par défaut, il va retirer le Nespire JB, il va lui mettre un changement de mot de passe obligatoire, il va lui mettre un certain nombre de choses qui ne sont pas nécessaires. Et donc, dans ce cas-là, souvent, soit on fait un script où on dit bah, je copie un certain nombre d'utilisateurs. Alors, l'avantage, c'est qu'on peut copier à l'avance, c'est juste une copie, ça n'empêche pas l'utilisateur de continuer à fonctionner sur la source. Et une fois qu'on est prêt sur la destination, on va basculer. Donc, dans ce cas-là, on va par exemple, le truc le plus intéressant, c'est de copier le mot de passe. Il y a une petite fonctionnalité dans DLT qui permet d'ajouter le transfert du mot de passe. Donc, sur le nouveau domaine, l'utilisateur aura le même mot de passe. Et comment dire ? Et donc là, ce qui est important, c'est effectivement du coup de prévoir dans un script qui va désactiver le changement obligatoire de mot de passe qui est positionné par DLT. Il y a 2 ou 3 petits éléments de ce genre-là, où lorsqu'on fait un test, on s'en rend relativement compte. Alors, on pose la question, est-ce qu'on peut utiliser la partie... il y a les outils Quest. Alors, l'outil Quest, on va l'utiliser généralement dans d'autres situations un peu plus complexes, lorsque, par exemple, on ne peut pas mettre en contact la des sources et la des destinations. Donc là, on va avoir un certain nombre de fonctionnalités qui vont permettre de migrer d'une autre manière. Maintenant, on pourrait l'avoir utilisé pour d'autres migrations. L'outil Quest a un peu le même problème que l'outil Microsoft, c'est qu'il y a toujours un certain nombre de scripts ou d'opérations à faire après pour que ça se passe comme on le veut. Il peut migrer les choses très bien, mais il ne fait pas tout correctement non plus. Donc on se retrouve un petit peu avec là. Il faut aussi connaître le produit, c'est pas automatique. Il faut savoir ce qu'il fait, ou ce qu'il fait bien ou ce qu'il fait pas bien, quoi, en fait. Donc là, je regardais la partie questions, je vais regarder si dans le chat, il y a des éléments différents. On vous écoute 10 sur 10, c'est une bonne nouvelle. Alors, est-ce qu'il y a un site de référence qui regroupe les liens de migration? Alors, après, tout dépend. La première chose que je vous invite à regarder, c'est est-ce que mover.io répond à votre demande. Par exemple, si vous avez une migration de fichiers, de SharePoint vers SharePoint, de OneDrive, il y a déjà des outils dans mover.io qui vont pouvoir vous aider. Après, il faudra regarder si les contraintes qui sont mises correspondent. Sinon, après, il faut s'outiller. Alors, après, il vaut mieux souvent se baser sur un seul outil qu'on connaît bien plutôt qu'utiliser 36 outils qu'on ne connaît pas bien. Donc, nous, on a choisi BitTitan pour la plupart des opérations. Donc, au niveau Teams, au niveau SharePoint, lorsque c'est pas compliqué, lorsque c'est uniquement des données simples, ou la messagerie, BitTitan, c'est quand même la référence. En revanche, par exemple, on va utiliser Quest si on veut migrer depuis Lotus, depuis d'autres types de messagerie un peu bizarroïdes. On va avoir des outils chez Quest qui peuvent répondre à la demande. Donc là, sur BitTitan, vous aurez déjà un petit peu tout ce qui peut être migré, pas migré, quelles sont les contraintes. Notamment, il y a beaucoup de choses qui changent vite, genre les Teams, les channels privés, etc. Comment ça peut être migré, comment sont gérés les comptes externes. À chaque fois, il faut s'intéresser à tous ces aspects-là. Alors maintenant, quand on veut migrer tous les différents outils, enfin toutes les différentes applications, pour chaque usage, il faut regarder le reporting qui est proposé par Microsoft. Alors que ce soit OneDrive, SharePoint, etc., vous avez le détail, vous pouvez avoir le nom qui utilise, quel est le stockage de chaque utilisateur sur OneDrive. Donc sur chaque applicatif, vous avez un critère de taux d'utilisation avec un certain nombre de personnes. Et à partir de là, on peut dire c'est important, c'est pas important. Et à quoi il faut s'attendre. Oui, donc c'est bien nouvel AD, et en revanche, c'est le même Office 365. On veut conserver les boîtes, si je comprends bien. Voilà.
Je ne sais pas du coup si j'ai à peu près répondu. Alors sinon, bien entendu, vous pouvez me retrouver très facilement sur Internet, que ce soit sur LinkedIn ou autre, et me poser des questions. Et bien entendu, le PowerPoint sera disponible très rapidement. Je vous remercie. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir arrêter là. Merci à tous. Au revoir.